Bonsoir mes chers amis. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré ou sous les couvertures, car ce soir, je vous invite à suivre une nouvelle affaire des plus singulières. Avant toute chose, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou pays nous regardez-vous ce soir. Êtes-vous déjà entré dans un hôtel si somptueux qu'il semblait cacher un secret derrière chaque miroir doré? Introduction. Une nuit dorée au Grand Métropolitain, c'était une nuit douce et tiède à Londres, de celles où les rues scintillent doucement sous les réverbères et où les fiacres roulent plus lentement, comme par respect pour le silence élégant de la ville. Au coin de Hyde Park, le célèbre Grand Métropolitain brillait comme une pierre précieuse posée au cœur de la capitale. Dans le grand hall marbré, les valets en gants blancs saluaient les dames en robes longues et les hommes en smoking. Les lustres de cristal, suspendus à une hauteur vertigineuse, diffusaient une lumière dorée sur les parquets cirés et les tapis persans. Tout semblait parfait, immobile, presque trop parfait. C'est dans ce décor, digne d'un opéra, que le célèbre détective belge, Monsieur Hercule Poirot, fit son entrée, valise à la main, moustaches impeccables et regard observateur. Il avait été invité à une réception privée donnée en l'honneur de la baronne von Hellstein, récemment arrivée d'Autriche avec une collection de bijoux inestimables. La suite impériale du dernier étage lui avait été réservée. Le personnel du Grand Métropolitain, bien que habitué aux célébrités, ressentait un mélange de crainte et d'admiration en sa présence. Poirot, quant à lui, restait modeste, bien qu'il n'ait pas manqué de noter la parfaite symétrie des colonnes de marbre dès son arrivée. Ce soir-là, un dîner de gala réunissait ambassadeurs, mécènes et artistes. Les violons jouaient des airs de Strauss, tandis que les coupes de champagne s'entrechoquaient avec élégance. La baronne, parée de diamants étincelants, souriait à peine, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Vers minuit, un cri strident résonna dans la salle de bal, interrompant l'orchestre et glaçant le sang de chaque invité. La baronne venait de découvrir que son écrin de rubis avait disparu. Un silence tendu s'installa, suivi d'un tumulte de murmures paniqués. La sécurité fut immédiatement renforcée. Poirot, qui dégustait un petit four, posa calmement son assiette et s'approcha de la scène. « Mesdames, messieurs, je vous en prie, nul besoin de paniquer. Permettez à mon esprit méthodique de mettre de l'ordre dans ce chaos. » Son ton posé et rassurant apaisa instantanément les esprits. Il demanda que personne ne quitte l'hôtel. Les portes furent reverrouillées et les invités, bien que réticents, obéirent. L'enquête allait commencer. Et comme toujours, Poirot observait non seulement les faits, mais les cœurs et les intentions cachées derrière chaque regard. Dans l'ombre feutrée du Grand Métropolitain, un mystère venait de naître. Et si les bijoux étaient le mobile, le détective savait déjà que ce n'était jamais si simple. Les humains, après tout, étaient bien plus précieux et bien plus dangereux que n'importe quel diamant. Ce fut ainsi, mes amis, que la nuit devint le théâtre d'une énigme captivante. Préparez-vous, car ce voyage dans les couloirs du Grand Métropolitain vous réserve bien des révélations et peut-être quelques frissons élégants. Mais rassurez-vous, tant que Poirot est là, la vérité ne saurait se cacher bien longtemps. Le matin suivant, la lumière pâle du soleil filtrait à travers les rideaux épais de velours grenat. Le Grand Métropolitain
malgré le tumulte de la nuit précédente, conservait son atmosphère feutrée. Le service du petit déjeuner reprenait dans la salle à manger, comme si rien ne s'était passé. Poirot, toujours matinal, savourait un œuf à la coque parfaitement cuit et du pain grillé beurré. Il observait, derrière sa tasse de chocolat chaud, les autres invités descendre un à un, chacun affichant un masque d'indifférence ou d'ennui. Mais derrière ces visages, il percevait de minuscules fissures. Lady Cavendish, la célèbre mécène d'opéra, jetait des regards inquiets à sa montre. Le colonel Harrington, tout en lisant le journal, transpirait légèrement malgré la fraîcheur matinale. Et Monsieur Delacour, antiquaire français, s'efforçait de plaisanter avec le serveur, mais sa voix tremblait à peine perceptiblement. Les gens, voyez-vous, mon cher Hastings, commença Poirot à voix basse, bien que son fidèle compagnon ne soit pas présent cette fois, et ont tendance à surestimer leur capacité à cacher leurs pensées. Il se leva avec lenteur et se dirigea vers le hall où le directeur de l'hôtel, M. Vautrin, l'attendait nerveusement. Vautrin, un homme fin aux cheveux gominés, l'accueillit avec une révérence discrète. « Monsieur Poirot, je vous assure que notre personnel est d'une loyauté exemplaire. Je me porte garant de chacun d'eux. » Poirot hocha doucement la tête, les mains croisées derrière le dos. « Je n'en doute pas, monsieur, mais permettez que je les interroge tout de même. » Pendant que les invités se dispersaient dans les salons ou retournaient à leur chambre, Poirot commença sa ronde. Il s'adressa d'abord à la femme de chambre, affectée à la suite de la baronne, une jeune polonaise nommée Aniela, au regard sincère et au geste prudent. Elle avait quitté la suite à 22 heures, selon elle, laissant la baronne seule. L'inspecteur Barnes de Scotland Yard, dépêché sur place, fit alors son apparition. Grand, rigide et peu impressionné par les subtilités psychologiques, il proposa immédiatement de fouiller les chambres. « Allons droit au but, monsieur Poirot. Le voleur est ici, dans cet hôtel. Autant le démasquer par la force. » Poirot leva un sourcil. « La force, mon cher inspecteur, est souvent le dernier refuge des esprits paresseux. Il préférait observer. Par exemple, le valet de chambre de M. Delacour avait mentionné un détail que personne d'autre n'avait relevé. Une silhouette féminine en robe bleue avait été vue descendant l'escalier de service à minuit moins 10. Or, aucune invitée ne portait de bleu ce soir-là, officiellement. Poirot nota chaque nom, chaque déclaration, chaque détail, apparemment banal. Il savait que dans ce genre d'affaires, le diable ne se cachait pas dans les grands gestes, mais dans les petites omissions. Il commença un schéma mental, plaçant les invités comme des pièces sur un échiquier invisible. Le jour avançait paisiblement, mais sous la surface, une tension subtile s'installait. Les regards se faisaient plus lourds, les rires plus rares. Le grand métropolitain, temple du luxe et du silence, devenait le théâtre d'une mascarade où chacun jouait son rôle, et Hercule Poirot, calme comme toujours, savait que les masques finiraient par tomber. Le jour touchait doucement à sa fin lorsque Poirot s'attarda dans les couloirs feutrés du grand métropolitain, son pas silencieux, résonnant à peine sur les tapis moelleux. Les murs étaient décorés de portraits anciens, dont les yeux semblaient de suivre le visiteur dans un silence complice tout autour. L'hôtel baignait dans une quiétude presque surnaturelle, mais pour l'œil exercé de Poirot, chaque recoin murmurait un indice.
Il se dirigea vers l'escalier de service discret, caché derrière une porte, non près des cuisines, là où, selon le valet, une silhouette en robe bleue avait été vue la veille au soir. L'escalier était étroit, peu éclairé, et sentait légèrement l'amidon des draps récemment lavés. Poirot s'y attarda longuement, examinant chaque marche, chaque tache, chaque empreinte, comme un peintre étudie les ombres d'une toile ancienne. Au 5e palier, il trouva un fil minuscule, coincé dans une fissure du bois, un fil bleu profond, presque indigo. Il le pinça délicatement entre le pouce et l'index et le glissa dans son carnet de cuir. Sans un mot, un sourire discret se dessina sur ses lèvres impeccablement taillées, tandis que son esprit reconstituait la scène, minute par minute, de retour, dans le hall principal. Il croisa le regard de la baronne von Elstein, toujours vêtue de noir, un voile léger, couvrant ses cheveux. Elle tenait une coupe de champagne qu'elle ne buvait pas, le regard fixé vers les grandes fenêtres. Elle semblait perdue dans ses pensées. Poirot s'approcha et salua poliment, puis d'un ton doux mais précis, il lui demanda si elle se souvenait d'avoir prêté ses bijoux récemment ou autorisé quelqu'un à entrer seul dans sa suite. La baronne releva les yeux et secoua lentement la tête. Ses paroles étaient à peine audibles. « Je n'ai rien prêté, monsieur Poirot. Je garde toujours mes pierres précieuses avec moi. Même au bal, elles étaient fixées à mon corsage. Mais le rubis, celui du collier central, a été volé sans que je ne sente rien. J'ai seulement vu le fermoir ouvert lorsque je suis monté, me changer. C'est incompréhensible, Poirot. » Nota cela avec soin, puis s'excusa avant de s'éclipser. Il monta jusqu'au bureau de Monsieur Vautrin, où tous les plans de l'hôtel étaient conservés dans un vieux classeur de cuir, en étudiant les accès secondaires. Il confirma sa théorie. L'escalier de service débouchait directement près du couloir de la suite impériale, sans que les caméras n'enregistrent ce passage discret, une route idéale pour un voleur averti soir-là au salon d'hiver. Les invités se retrouvaient à nouveau autour d'un concert de piano. Les lumières tamisées et les notes douces de Chopin donnaient une ambiance de rêve. Il remarqua que Lady Cavendish portait un châle bleu roulé autour des épaules, la même teinte que le fil trouvé dans l'escalier. Cela pouvait être un hasard, mais avec Poirot, les hasards étaient rarement innocents. Il s'approcha poliment et entama une conversation légère sur la musique, puis en glissant un compliment sur son châle, il toucha brièvement l'étoffe. Elle était ancienne, luxueuse, mais un des bords semblait effilocher. Lady Cavendish sourit poliment, mais son regard fuyait légèrement. Elle prétendit avoir passé la soirée entière dans la salle de bal avec ses amis et avoir quitté l'événement peu après minuit, escortée par le colonel Harrington, un détail que Poirot garderait en mémoire, mais qu'il se gardait bien de contester sur le moment. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'observer les réactions de chacun à mesure que l'enquête avançait. Lorsque minuit sonna et que les invités remontèrent dans leur chambre, Poirot resta seul dans le salon, ses mains croisées devant lui. Il contemplait la cheminée encore tiède. Il avait désormais un fil, une couleur, un mensonge et une opportunité. Il savait que bientôt viendrait le moment où ces pièces
formerait un motif, clair et inévitable, car dans l'univers de Poirot, rien ne demeurait flou éternellement. Le matin suivant s'éveilla sous une brume douce qui recouvrait la ville comme une couverture de coton. Les fenêtres du grand métropolitain étaient perlées de gouttes fines et les voitures passaient lentement, dans un silence feutré, à l'intérieur de l'hôtel. Le rythme restait inchangé, discret, raffiné. Chaque geste du personnel semblait chorégraphié dans une routine de luxe et de calme. Poirot descendit sans précipitation vers le jardin d'hiver, un lieu vaste baigné de lumière naturelle où des fauteuils de rotin et des plantes tropicales formaient une oasis au cœur du marbre londonien. Il aimait cet espace pour réfléchir à ses affaires. Il s'y assit avec un journal, mais ses yeux ne lisaient pas, ils observaient. Il remarqua que Lady Cavendish y était déjà installée, une tasse de thé à la main. Elle feuilletait un livre d'art, mais son regard ne semblait pas suivre les pages. Son châle bleu reposait sur le dossier de la chaise, l'extrémité effilochée, exposée comme une blessure textile. Poirot se leva et la salua d'un ton toujours courtois. « Madame, permettez-moi de m'asseoir un instant. » Elle accepta, avec un sourire fragile. Il fit glisser une chaise. Avec soin, s'installa et entama une conversation sur la pluie, sur la musique de la veille, puis doucement détourna la discussion vers la soirée du vol. Elle lui raconta à nouveau son emploi du temps avec des détails très semblables à la veille. Mais Poirot savait que lorsqu'on répète trop bien une histoire, c'est souvent parce qu'on l'a apprise en quittant la table. Il fit tomber par inadvertance son mouchoir près du châle et s'accroupit pour le ramasser. Sa main effleura alors l'étoffe du bord, et il remarqua que les fils bleus y manquaient à plusieurs endroits. Il ne dit rien, mais rangea dans sa mémoire ce détail comme une épingle sur un plan complexe. Il savait désormais que cette pièce aurait un rôle à jouer. De retour, dans sa suite, Poirot déplia un petit carnet de croquis. Il y dessinait souvent des cartes mentales, les visages, les objets, les liens entre chaque élément. Il plaça au centre un losange représentant le rubis disparu, puis traça des lignes vers les noms des suspects. Lady Cavendish, le colonel Harrington, la baronne von Elstein, et enfin une ligne vers l'escalier de service. Un coup discret, à la porte, interrompit ses pensées. C'était Agnella, la femme de chambre. Elle semblait nerveuse. « Monsieur Poirot, je ne sais pas si cela a une importance, mais hier soir, j'ai vu Lady Cavendish quitter le salon, plus tôt qu'elle ne l'a dit. Elle portait une cape noire, mais ses chaussures bleues dépassaient légèrement, et elle semblait cacher quelque chose sous sa cape. Poirot la remercia chaleureusement, puis se mit à marcher lentement dans sa chambre, les mains derrière le dos. Il répéta plusieurs fois, à voix basse, chaussures bleues, robe bleue, châle bleu. Pourquoi tant de bleu ce soir-là? Pour se cacher? Ou au contraire, pour passer inaperçu? Un détail qui l'intriguait profondément. Car chez les coupables, les couleurs ne sont jamais choisies, au hasard plus. Tard dans l'après-midi, il demanda à M. Vautrin l'accès aux objets personnels des invités, sous prétexte de les protéger contre un second vol. Parmi eux, il retrouva le châle de Lady Cavendish, soigneusement plié dans son armoire. Il le prit et le compara au fil trouvé dans l'escalier. Il correspondait parfaitement. La texture,
la teinte même, l'odeur délicate de lavande. Il savait cependant qu'une preuve matérielle n'était jamais suffisante. Ce n'est pas ce que l'on trouve, mais pourquoi on l'a laissé là qui importait le plus pour Poirot. Ce fil était une invitation à aller plus loin, à comprendre ce que ce châle avait recouvert, à qui il avait servi, et quel mensonge il pouvait encore cacher. Car dans chaque étoffe, même la plus fine, se cache parfois une vérité cousue, trop serrée. Le soir tombait lentement sur le grand métropolitain, enveloppant ses couloirs dorés d'un voile de mystère. Les murs semblaient écouter les conversations en silence, et chaque éclat de lumière sur les miroirs anciens apportait avec lui une sensation d'attente, comme si l'hôtel lui-même retenait son souffle face à la vérité qui s'approchait. Poirot s'installa dans le salon, des portraits une pièce circulaire, où étaient accrochés les visages austères des fondateurs de l'établissement. Il y fit appeler le colonel Harrington, sous prétexte d'une discussion informelle sur la sécurité, mais dans l'esprit du détective, rien n'était jamais informel. Tout avait une raison, un poids et une direction. Le colonel entra avec la raideur propre aux militaires, sa moustache taillée au cordeau, son regard droit mais prudent. Il s'assit, sans poser de questions, et attendit. Poirot le regarda longuement, sans parler, savourant le silence et le léger crépitement du feu dans la cheminée. Puis enfin il dit, d'une voix posée, « Colonel, pardonnez mon insistance, mais vous souvenez-vous exactement de votre départ, du bal ?» Ce soir-là, le colonel fronça légèrement les sourcils. « Je suis parti peu après minuit. Avec Lady Cavendish, nous avons traversé le hall, puis chacun est monté de son côté. Je l'ai raccompagné jusqu'à l'ascenseur, et je suis remonté. Seul j'ai croisé un serveur, et l'horloge indiquait 12h10. Rien d'anormal, selon moi, Poirot. Notamment tellement que ce récit comportait des zones d'ombre. Il n'était pas rare qu'un militaire soit précis, mais parfois trop précis, comme s'il récitait une version apprise par cœur. Il s'approcha doucement d'un guéridon, prit une coupe d'eau et la tendit au colonel, tout en demandant « Et cette cape noire que Lady Cavendish portait, était-ce prévu? Fait-elle partie de sa tenue habituelle ?» Le colonel parut surpris, puis haussa les épaules. « Je ne pourrais dire, je ne prête pas attention à ces détails vestimentaires. Je suppose qu'il faisait frais dehors et qu'elle voulait se couvrir. Mais ce n'était pas une cape élégante, plutôt un manteau banal noir sans ornements. Ce détail intéressa grandement Poirot, car une lady aussi raffinée que Cavendish n'aurait pas choisi une cape quelconque pour un bal aussi prestigieux, à moins qu'elle ait voulu se dissimuler, passer inaperçue, et si elle avait menti sur son heure de départ, il était possible que le colonel le sache et tente de la protéger consciemment ou non. Quand le colonel se leva pour partir, Poirot se pencha légèrement vers lui et dit presque à voix basse, « Colonel, je vous demande simplement ceci. Si vous saviez que quelque chose ne tournait pas rond, ce soir-là auriez-vous fermé les yeux pour ne pas salir le nom d'une dame ou pour éviter un scandale dans un hôtel aussi prestigieux ?» Le colonel s'arrêta une fraction de seconde, la main sur le dossier de la chaise, puis répondit avec lenteur, « Je suis un homme d'honneur, monsieur Poirot, mais parfois l'honneur exige le silence. Vous comprendrez ce que cela signifie. Je n'en doute pas. » Lorsque la porte se referma, Poirot resta un long moment seul dans la pièce.
Il fixa le feu dans la cheminée songeur. Il n'avait pas obtenu de preuves, mais il avait senti le poids d'un non-dit lourd. Comme la pluie fine de Londres tombait en rideau discret contre les vitres du grand métropolitain, enveloppant l'hôtel dans une ambiance cotonneuse et mélancolique dans le grand salon des roses. La baronne von Elstein était installée près d'une fenêtre, un carnet de cuir posé sur ses genoux. Ses doigts jouaient nerveusement avec le ruban, qui marquait une page fermée depuis trop longtemps. Poirot s'approcha avec sa discrétion coutumière, salua la baronne d'un léger hochement de tête et demanda poliment s'il pouvait s'asseoir. Elle acquiesça en silence, le regard toujours tourné vers les gouttes d'eau qui glissaient lentement le long de la vitre, comme des souvenirs que l'on préfère ne pas nommer. Il attendit quelques minutes avant de parler, posant une question simple et pourtant lourde de sens. Baronne, ce carnet contient-il vos notes personnelles sur vos bijoux ou vos affaires? Elle hésita un instant avant de répondre. Ce carnet est un journal intime, Monsieur Poirot, mais il contient aussi les dates, les personnes, les mains qui ont approché mes pierres depuis mon départ de Vienne. Avec une infinie délicatesse, Poirot lui demanda s'il pouvait le consulter. Juste un instant, il promit de ne pas en lire plus que nécessaire. La baronne lui tendit le carnet lentement. Ses yeux trahissaient une inquiétude ancienne, presque familière, comme si elle craignait que la vérité, une fois dite, ne puisse jamais être effacée. Il feuilleta doucement les pages au bord doré, parcourant les écritures fines en allemand et en français, noms de bijoutiers, dates de transactions, dîners diplomatiques, rencontres dans des ambassades, puis un mot revint plusieurs fois, entouré, souligné, Harrington, toujours à côté d'un signe discret et d'un mot codé qui revenait bijoux. Non-vu Poirot referma le carnet sans dire un mot et le rendit à la baronne avec un respect évident. Il ne dit pas ce qu'il avait vu, mais dans son esprit, les pièces se plaçaient lentement comme les chiffres d'une horloge secrète qui approchait de minuit. Chaque nom, chaque mot, chaque silence devenait une flèche pointée vers une vérité dissimulée. N, quittant le salon, il croisa Monsieur Vautrin, qui l'informa d'un fait curieux. La serrure de la salle du coffre de sécurité où sont déposés les objets précieux avait été inspectée récemment, comme si quelqu'un cherchait à en connaître le mécanisme. Cela datait d'il y a 3 jours, bien avant le bal et la disparition du rubis. Poirot demanda à voir les registres de sécurité et remarqua que Lady Cavendish et le colonel Harrington avaient eu accès au bureau du directeur cette semaine, pour des raisons différentes, mais proches. Mastens, elle pour un appel téléphonique privé, lui pour une réunion rapide sur la sécurité, 2 motifs valables, mais qui laissaient un goût d'opportunité déguisé. Il retourna dans sa suite, s'assit près de la fenêtre et nota dans son carnet personnel une phrase simple mais définitive. Chaque bijou porte l'empreinte de celui qui le convoite. La possession n'est pas toujours le but. Parfois seul, le pouvoir de le retirer suffit. Cette nuit-là, alors que le vent se levait sur la ville, Poirot ne dormit pas. Il resta dans son fauteuil, à écouter les bruissements des rideaux, les craquements du bois ancien, et à méditer sur ce carnet qui contenait plus que des mots. Un journal intime peut cacher une douleur, mais aussi une preuve, et pour Poirot, la vérité se rapprochait d'un pas précis, irrésistible, comme la pluie qui tombe sans bruit, mais change tout.
Le lendemain matin, alors que l'hôtel s'éveillait doucement, au rythme du tintement discret de la vaisselle, et des pas feutrés du personnel Poirot, décida de rendre une nouvelle visite à la suite de la baronne. Celle-ci s'était absentée pour un soin au spa, et l'accès à la chambre avait été autorisé par Monsieur Vautrin dans le cadre de l'enquête. Officiel Lapièze baignait dans une lumière pâle, celle des jours, où Londres hésite entre brume et silence. Poirot se déplaça lentement entre les meubles soigneusement polis. Chaque coussin, chaque rideau, chaque pli du lit lui racontait une histoire, mais ce fut dans une veste suspendue au porte-manteau qu'il découvrit quelque chose de singulier. À l'intérieur de la doublure fine, il sentit une irrégularité. Il utilisa son ongle pour soulever délicatement la couture. Et là, dans un espace minuscule, se trouvait une petite clé dorée, ancienne, élégante et lourde. Pour sa taille, elle n'appartenait pas au trousseau habituel de l'hôtel. Il la tourna dans sa paume avec précaution. Il savait qu'une clé oubliée ne l'est jamais par hasard, surtout pas dans une doublure cachée. Il la glissa dans une enveloppe de papier craft et retourna à son bureau pour l'examiner plus attentivement. Sous la lumière d'une lampe à abat-jour, la clé portait des initiales gravées, JM, et une inscription minuscule, G.M. Hall. Probablement Grand Metropolitan Hall Poirot se rendit discrètement à l'ancienne salle des archives de l'hôtel, un lieu rarement utilisé, dont la porte était justement marquée. G.M. Hall, la serrure, était ancienne et portait la même forme que la clé. Il l'inséra lentement, tourna avec douceur. Un déclic discret répondit et la porte s'ouvrit dans un souffle de poussière. L'intérieur des étagères, alignées jusqu'au plafond, des boîtes de cuir, des registres d'époque, et au fond, un coffre bas en fer noir. Il s'en approcha, posa la clé dessus et l'ouvrit à l'intérieur. Un seul objet, un écrin en velours rouge sombre, dont l'intérieur était vide, mais qui portait encore l'empreinte exacte d'un bijou disparu. Il referma le tout sans rien emporter, puis sortit et verrouilla la salle derrière lui avec un sentiment d'étrange clarté. Ce n'était plus un simple vol, c'était un déplacement, un transfert organisé en avance avec un accès privilégié. Quelqu'un ici avait préparé ce moment depuis des jours, peut-être des semaines. De retour dans le salon, il observa de loin Lady Cavendish assise, en compagnie du colonel. Leurs voix, basses, leurs regards fuyants, renforcèrent chez lui l'impression que quelque chose d'ancien les liait. Quelque chose qu'aucun des deux ne voulait raviver, mais qui revenait inexorablement à la surface. Poirot décida de ne pas les confronter, pas encore. Il savait que les vérités les plus profondes ne se brisent pas avec des mots, mais se défont doucement, comme les coutures d'une doublure, où l'on cache une clé, une vérité, une faute. Et c'est dans le silence, entre les battements d'un cœur inquiet, que la justice finit toujours par se faufiler. L'après-midi avançait lentement, au Grand Métropolitain. Le ciel restait bas, et les couloirs baignaient dans une lumière dorée, tamisée par les abat-jours, en soie. Poirot marchait, sans bruit dans l'aile, et de l'hôtel une section rarement utilisée, réservée autrefois aux invités royaux, où les miroirs couvraient l'arc les murs, comme des témoins silencieux du passé. Il s'arrêta devant un miroir ovale, à demi terni, dont le cadre en bois, sculpté, représentait des feuilles de vigne et des grappes. Il posa la main sur la surface et la tapota doucement, écoutant le son creux qui en résultait. Ce miroir cachait quelque chose, il en était certain, depuis que le nom de cette aile était apparu dans les anciens registres, à côté d'une note manuscrite, salle verrouillée, accès restreint. Monsieur Vautrin
accepta de le rejoindre avec un passe-partout discret. L'ouverture fut lente. Le miroir pivota, révélant une petite pièce secrète dissimulée dans le mur. Une ancienne loge de surveillance, aujourd'hui abandonnée poussiéreuse, mais intacte à l'intérieur. Un fauteuil, une table, un vieux carnet d'inventaire et une lampe à pétrole. Sur la table, un coffret en bois ouvert révélait plusieurs objets sans grande valeur. Mais parmi eux, un papier froissé attirait l'œil. C'était une lettre inachevée, griffonnée à la hâte. Elle portait la signature V et le mot danger apparaissait à 2 reprises, suivi d'une date, celle du bal, et d'un nom dissimulé par une tache d'encre. Mais commençant par un C. Poirot, lut la lettre lentement. En silence, il savait que certaines vérités n'étaient pas criées, mais chuchotées, et que celui qui avait écrit cette lettre avait tenté d'alerter avant qu'il ne soit trop tard. Il plia le papier, le glissa dans sa poche intérieure et fit lentement le tour de la pièce, examinant chaque angle, chaque joint du bois. Derrière le rideau, poussiéreux, il trouva une trappe basse menant à un couloir de service, oublié par tous, sauf ceux qui avaient quelque chose à cacher. Il suivit ce couloir étroit durant plusieurs mètres, jusqu'à déboucher à nouveau près de la suite de la baronne. Le cercle se refermait doucement, avec une précision presque géométrique. Il ressortit, sans un mot, salua poliment M. Vautrin et retourna à son bureau, où il étala devant lui tous les indices, la clé, la doublure, la lettre, le fil bleu, le coffret vide et le miroir secret. Chaque élément formait un fil tendu entre les noms et les silences, entre les regards évités et les réponses trop parfaites. La baronne fut convoquée discrètement, et lorsqu'il lui montra le contenu du coffret, son visage pâlit, mais elle resta digne. Elle expliqua d'une voix douce que ce coffret avait appartenu à son père, un diplomate discret, dont certains objets avaient été confiés à l'hôtel pour des raisons de sécurité. Elle ignorait que l'un d'eux avait été déplacé. Poirot la remercia puis la laissa partir, avec grâce. Il savait qu'elle n'était pas la main, mais peut-être le cœur. Le soir tomba sur Londres, enveloppant le grand métropolitain dans une obscurité douce, parsemée des reflets dorés des lustres allumés. Le vent soufflait entre les colonnes extérieures de l'hôtel, comme un murmure ancien, et dans le salon, des vitraux. Les ombres dansaient doucement sur les tapis moelleux, accompagnés d'une mélodie de piano jouée par un client. Anonyme Poirot s'y tenait assis, seul dans un fauteuil, profond, les mains croisées sur sa canne, les yeux mi-clos. Il ne dormait pas, il attendait. Il savait que les ombres n'apportent pas seulement la nuit, elles révèlent aussi les formes que la lumière dissimule. Il observait les silhouettes qui passaient devant les vitraux, les gestes, les regards, les hésitations. Lady Cavendish entra sans bruit, vêtue d'une robe ivoire et d'un châle noir. Cette fois, elle s'assit à bonne distance, sans un mot, mais l'air troublé comme si quelque chose l'avait effleuré depuis quelques heures, et qu'elle ne parvenait pas à l'écarter. Poirot la salua d'un regard et lui demanda d'une voix calme: « Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un jouait avec votre confiance ?» Madame elle tressaillit à peine, puis répondit: « Cela arrive à toutes les femmes. Un jour, Monsieur Poirot, surtout à celles qui possèdent ce que d'autres convoitent. » Elle ne le regardait pas, elle fixait les vitraux et leur lumière changeante,
comme si la réponse se cachait derrière le verre coloré, plutôt qu'en elle-même. Le colonel Harrington arriva quelques instants plus tard. Il aperçut Lady Cavendish, mais resta debout dans un coin, les bras croisés. Il semblait attendre quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Poirot l'invita à s'asseoir, ce qu'il fit avec une lenteur presque douloureuse. Et lorsqu'il s'assit, Lady Cavendish baissa les yeux sur ses mains croisées. Il y eut un long silence, rempli par la musique et le tic-tac de l'horloge murale. Puis Poirot se leva doucement et marcha vers eux. « Mes amis, dit-il doucement, je crois que nous jouons ici un théâtre dont le décor est somptueux, mais dont les coulisses sont gorgées de secrets. Et je pense que l'un de vous deux a peur que le rideau ne tombe trop. » Lady Cavendish murmura, presque imperceptiblement, « Ce que vous savez n'est rien comparé à ce que vous pourriez découvrir. » Et Poirot répondit doucement, « Justement, madame, je ne souhaite pas découvrir, je souhaite comprendre, car le vol ici n'est qu'un masque, et sous ce masque se trouve une tragédie bien plus ancienne que le rubis de la baronne. » Le colonel se leva brusquement, sa voix tendue. « Ce n'est pas ce que vous croyez, monsieur Poirot, mais je ne peux rien dire, pas encore, pas tant que je ne suis pas sûr. » Et Lady Cavendish se leva à son tour, posant une main légère sur son bras. Ils échangèrent un regard qui disait plus que 1000 mots, et quittèrent ensemble le salon, sans un mot de plus. Poirot resta seul à nouveau, mais il ne se sentait pas abandonné. Il se sentait entouré par la vérité, en mouvement. Il écrivit dans son carnet « Le jeu des ombres est aussi un jeu de lumière, et ceux qui fuient la clarté oublient que même l'ombre finit par révéler le contour de ce qu'elle tente de cacher. » La pluie avait repris sur Londres, fine et persistante, comme un voile transparent qui recouvrait chaque toit, chaque pavé, chaque vitre du grand métropolitain, dans le bureau feutré de M. Vautrin. Une lumière douce baignait les rideaux lourds, et Poirot, assis dans le fauteuil principal, attendait le colonel Harrington, qui avait demandé à lui parler sans témoin. Le colonel entra d'un pas ferme, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Il ôta son chapeau, s'assit face à Poirot et resta silencieux un long moment, les mains posées à plat sur ses genoux. Puis d'une voix basse, presque rauque, il déclara « Je n'ai pas volé ce bijou, mais j'ai su que quelque chose allait se passer. Et je n'ai rien fait. » Poirot l'écouta sans l'interrompre, le regard fixe et bienveillant. Il hocha doucement la tête et dit parfois « Le silence pèse plus lourd que l'action, colonel. Ce que vous avez à dire peut redonner sa place à la vérité, non pas pour punir, mais pour réparer ce qui peut encore l'être. » Le colonel raconta alors qu'il avait surpris une conversation entre Lady Cavendish et un homme inconnu dans un couloir, 2 jours avant le bal. Il n'avait entendu que quelques mots, mais suffisamment pour comprendre qu'un plan se tramait autour du collier de la baronne. Il avait voulu en parler, mais quelque chose l'avait retenu, un mélange de loyauté, de peur et de honte. Il pensait que rien ne se produirait vraiment, ou que l'affaire serait annulée au dernier moment. Il n'avait jamais imaginé que la disparition du bijou serait exécutée avec tant de précision, ni que Lady Cavendish elle-même pourrait être impliquée directement
ou indirectement. Son cœur balançait. Entre doute et Denis Poirot posa calmement une question. « Et cet homme inconnu vous a-t-il semblé familier ?» Le colonel réfléchit et répondit. Il avait l'accent français, peut-être belge. Un homme de taille moyenne, très soigné, et portant des gants, même. À l'intérieur, cela m'avait frappé sur le moment, mais je n'ai pas cherché à savoir. Pourquoi ? Ce détail réveilla en Poirot un souvenir ancien. Un voleur célèbre surnommé le Renard Gris, spécialisé dans les disparitions élégantes, sans violence et toujours liées à des événements mondains. Il nota le nom dans son carnet, mais garda cette piste pour lui, préférant ne pas troubler davantage le colonel dans sa confession. Lorsque celui-ci quitta le bureau, Poirot resta seul, quelques instants les mains croisées sous le menton. Il ne sentait ni satisfaction, ni surprise. Il sentait simplement que la vérité était à portée de main, mais incomplète, comme une phrase interrompue, ou un aveu qui tremble au bord des lèvres, sans jamais se dire entièrement. Il écrivit dans son carnet la culpabilité partagée est comme une pièce à double face. L'un détient, l'acte l'autre, le silence, et tous deux sont responsables d'une même chute. Ce n'est pas le bijou que l'on cache, c'est le regard que l'on détourne de ce que l'on sait. Déjà et ce soir-là, pendant que l'hôtel s'endormait lentement dans un calme doré, Poirot sut que le moment de vérité approchait avec lenteur et certitude et que bientôt les masques tomberaient, non par force, mais parce que le cœur fatigué de mentir finit toujours par chercher le repos dans la lumière. La nuit était tombée sur Londres avec une lenteur presque cérémonieuse et la pluie continuait de tomber fine et obstinée sur les vitres du grand métropolitain, comme si elle cherchait à effacer les traces d'un secret trop longtemps gardé dans le hall désert. Un portier somnolait près de l'entrée, pendant que le feu crépitait faiblement dans la grande cheminée. Poirot se tenait dans l'ombre du vestibule, les mains dans les poches de son manteau sombre. Il observait l'extérieur à travers la porte vitrée, là où les lampadaires projetaient leur lumière sur les flaques d'eau, comme autant de miroirs mouvants. Soudain une silhouette traversa lentement la cour pavée, les épaules basses et le pas hésitant. Il reconnut immédiatement la démarche. C'était Lady Cavendish, sans châle ni parapluie, marchant seule sous la pluie, comme si le froid et l'humidité pouvaient y laver en elle quelque chose de plus profond que l'apparence. Poirot la regarda s'arrêter au centre de la cour, lever le visage vers le ciel et fermer les yeux quelques secondes. Il sortit sans bruit, refermant la porte derrière lui. Le vent lui souffla au visage, mais il ne dit rien. Il attendit, simplement qu'elle sente sa présence. Elle rouvrit les yeux lentement et tourna la tête vers lui, sans surprise, comme si elle savait qu'il viendrait toujours. Au moment où les masques tombent, elle parla d'une voix calme, presque résignée. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je voulais seulement reprendre ce qui m'appartenait, ce que mon père m'avait promis, ce que la baronne avait pris, sans droit, sans mémoire, sans pardon. Je voulais que justice soit faite, même si elle ne portait pas ce nom. » La Poirot s'approcha lentement, le regard doux mais ferme. Il lui tendit un mouchoir sec, qu'elle refusa, d'un geste discret. Il dit « Madame, parfois, ce que nous appelons justice n'est que vengeance, habillée de soi, et parfois, la vengeance ne nous libère pas. Elle nous attache davantage
À ce que nous avons perdu, elle baissa les yeux, les mains croisées sur son ventre. J'ai laissé cet homme prendre le bijou. Je ne sais même pas comment il a fait. Il a tout planifié. Il savait tout sur l'autel, sur la serrure, sur le coffre. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas voir. J'ai juste fermé les yeux. Le silence qui suivit était plus fort que tout le reste. Poirot posa une main légère sur son épaule, puis la retira avec la même douceur. Il ne dit rien de plus. Ce soir-là, il n'avait pas besoin de preuves, ni de confession, ni de... Non, le mystère était devenu humain, et cela suffisait pour comprendre ce qui ne pouvait pas être. Jugés, ils rentrèrent ensemble dans l'hôtel, laissant la pluie derrière eux comme une porte qui se referme sur un chapitre. Le portier les salua, sans rien demander, et le hall retrouva son silence doré, comme si rien ne s'était passé, comme si la silhouette sous la pluie n'avait été qu'un rêve. Le matin revint au grand métropolitain, accompagné d'une brume blanche qui enveloppait les vitres et les balcons, comme un voile ancien, oublié par le temps. Les couloirs paraissaient plus calmes, plus lents, et les conversations se murmuraient. À demi-mot dans le salon principal, les journaux du jour annonçaient un gala de bienfaisance, mais personne ne parlait plus. Duval Poirot descendit tôt, vêtu de son costume gris, clair, repassé à la perfection. Il prit place dans un fauteuil de velours et fit signe à Agnella, la femme de chambre qui l'avait aidé auparavant. Elle s'approcha avec discrétion, tenant dans ses mains un petit objet emballé dans du tissu blanc. Elle le lui tendit, sans parler, le regard inquiet. C'était une boucle d'oreille en rubis, une pièce identique à celle du collier volé. Elle l'avait trouvée sous le tapis de la suite impériale, en nettoyant près de la cheminée cachée entre les fibres épaisses, comme si elle avait glissé accidentellement, ou peut-être avait été volontairement abandonnée. Poirot examina la pierre sans mot dire, puis remercia Agnella avec un sourire chaleureux. Il savait ce que cela signifiait. Quelqu'un était revenu dans cette pièce, après le vol. Ou peut-être avait tenté de dissimuler une partie du butin pour brouiller les pistes, un geste précipité ou au contraire soigneusement calculé. Il fit appeler Monsieur Vautrin, et ensemble, ils vérifièrent les enregistrements des allées et venues dans l'aile impériale. Aucune anomalie apparente. Pourtant, Poirot demanda à voir les registres de personnel des années précédentes, et ce qu'il découvrit lui fit froncer les sourcils. Un nom effacé, puis réécrit, une ancienne employée revenue. Il y a 3 mois sous un nom légèrement modifié. Il demanda à la voir. Elle s'appelait maintenant Céleste, mais autrefois elle travaillait à Vienne dans la résidence diplomatique où vivait la famille de la baronne. Elle était revenue discrètement et avait été engagée comme assistante de lingerie. Personne ne semblait s'en souvenir, sauf Poirot, qui se souvenait de tout. Lorsqu'elle entra dans la pièce, son regard croisa le sien, et il sut aussitôt qu'elle savait. Il ne l'accusa pas. Il lui parla lentement, doucement, avec ce ton qui ne juge pas, mais qui éclaire, et elle finit par murmurer qu'elle avait reconnu le bijou qu'elle avait autrefois vu entre les mains du père de Lady Cavendish, bien avant qu'il ne soit offert à la baronne. Ce n'était pas un vol, dit-elle, c'était une restitution, une vérité restituée dans le silence. Poirot la laissa partir sans alerter personne. Il savait que les empreintes du passé ne se lavent pas si facilement, et que, parfois, elles s'impriment sur les cœurs, bien plus que sur les objets. Ce soir-là, il s'assit au bord de sa fenêtre, regardant la ville s'endormir,
Il tenait entre les doigts la boucle de rubis brillante comme une goutte de sang figée dans le temps. Et il écrivit dans son carnet: les vérités anciennes laissent des traces. Et tôt ou tard, le passé revient. Marchez dans nos pas, même s'ils portent d'autres noms, et tandis que l'autel retrouvait sa routine dorée. Poirot sentait que la lumière commençait à percer les coins d'ombre, lentement, patiemment, comme un matin qui n'a plus peur de ce que la nuit a essayé de cacher. La nuit s'était installée doucement sur Londres, apportant avec elle le calme des grandes révélations encore muettes dans le salon des miroirs du grand métropolitain Poirot, sirotait une tisane aux herbes rares. Les doigts posés sur la tasse chaude, il ne regardait pas vraiment devant lui, mais plutôt à travers les reflets, où les vérités souvent aiment se dissimuler. Il pensait à Céleste, à son aveu, au rubis, retrouvé à la boucle isolée, comme un indice trop visible, et à cette silhouette dont le colonel avait parlé, cet homme, aux gants blancs, à l'élégance presque trop parfaite pour être innocente, et aux gestes précis comme ceux d'un illusionniste. Poirot connaissait ce style. Il l'avait déjà croisé sous d'autres noms dans d'autres villes. Le renard, en gants blancs, comme les journaux de police l'avaient surnommé, n'était pas un voleur ordinaire. Il n'agissait jamais seul, toujours avec la complicité involontaire ou non d'une femme, d'un serviteur, d'un employé. Il créait le décor, préparait la scène et laissait les autres accomplir la dernière note du drame. Avant de disparaître sans laisser de traces, Poirot demanda à M. Vautrin une liste des personnes ayant quitté l'hôtel dans les dernières 48 heures. Il chercha les réservations faites sam swap des pseudonymes, les paiements en liquide, les demandes inhabituelles, et parmi elles il trouva un nom discret: Auguste Lebrun, une réservation d'une seule nuit au 5e étage. Aucun bagage, et un départ à l'aube du lendemain. Duvolil se rendit dans la chambre en question, désormais vide et propre. Mais Poirot savait où regarder, dans le placard. Une petite éraflure, dans le bois, révélait un clou, récemment déplacé. Il sortit sa loupe, l'examina et comprit que quelque chose avait été suspendu là, peut-être un sac léger, une veste contenant une poche doublée ou une fausse couture. Il retourna à son bureau et étala tous les éléments sur sa table: le rubis, la boucle, l'écrin vide, la clé, la lettre inachevée, et les noms, ceux qui avaient aimé, ceux qui avaient en protégé, ceux qui avaient menti, et enfin, ceux qui avaient fui dans le silence. Poirot murmura doucement: « Ce n'est pas un vol, c'est une répétition, une pièce qui se joue toujours, avec les mêmes actes plus tard dans la soirée. » Alors qu'il traversait le hall, il croisa une silhouette familière, un homme élégant sortant de l'hôtel, une valise à la main, un manteau beige, une canne aux pommeaux dorés et des gants blancs. Poirot s'arrêta, le regarda et sourit. L'homme s'arrêta, lui aussi légèrement étonné, puis rendit le sourire avec la courtoisie d'un gentleman. Il ne dira rien, mais dans ce silence, une conversation entière eut lieu. Respect, compréhension et cette étrange complicité que seuls partagent ceux qui savent sans jamais avoir besoin d'avouer. L'homme s'éloigna lentement et disparut dans la brume londonienne, laissant derrière lui l'empreinte subtile d'une scène parfaitement achevée. Poirot resta seul quelques minutes, face à la porte,
puis remonta dans sa suite. Il ouvrit son carnet et nota avec calme: il y a des voleurs qui prennent et d'autres qui restituent. Certains volent des pierres, d'autres des vérités, mais tous laissent une trace. Un frisson, une émotion que seule la beauté du geste peut justifier. Et dans cette nuit paisible et humide, le grand métropolitain reprenait sa respiration, comme si l'ombre élégante du renard en gants blancs avait glissé entre ses murs sans rien emporter, sauf peut-être le poids d'un secret, devenu trop lourd à porter seul. Le matin suivant, Londres s'éclaira d'un soleil pâle et timide, comme s'il cherchait à dissiper doucement la brume qui flottait encore sur les toits humides au grand métropolitain. Les couloirs retrouvaient leur rythme habituel, le cliquetis des plateaux du petit déjeuner, les pas prudents des valets et les conversations discrètes entre les portes entr'ouvertes. Poirot se tenait dans le jardin d'hiver entouré des feuilles vertes et des parfums d'orange et de lavande, un journal sur les genoux. Mais son esprit était ailleurs. La vérité, dans toute sa finesse, s'était déposée comme une poussière, légère, sur chaque indice, chaque nom, chaque regard. Il ne restait plus qu'à souffler doucement pour tout faire apparaître. La baronne von Hellstein le rejoignit sans bruit, vêtue d'une robe prune et d'un foulard sombre. Elle s'assit sans dire un mot. Ses yeux portaient encore les traces d'une nuit sans sommeil. Poirot se leva légèrement, lui tendit une main qu'elle serra avec une discrétion émue. Puis ils restèrent ainsi quelques minutes à contempler les feuilles frémissantes. Elle parla, là. « Première Monsieur Poirot, je sais que tout est en train de se remettre en place comme une broche dont les pierres avaient été détachées et qu'on retrouve une à une. Mais j'aimerais savoir ce que vous ferez de ce que vous avez découvert. La justice ne rend pas toujours la paix. » Poirot répondit lentement: « Madame, ce que vous appelez justice est parfois une forme de réparation et parfois une forme de silence. Je ne chercherai pas à exposer qui que ce soit, mais je veillerai à ce que les cœurs qui ont souffert retrouvent un peu d'équilibre et de clarté, car le rubis volé n'est qu'un éclat d'un autre feu. Plus profond, il lui remit doucement la boucle retrouvée, puis se leva pour aller retrouver Monsieur Vautrin. Dans son bureau privé, là, il déposa tous les objets liés à l'enquête dans une boîte scellée, rubis-clés lettres et carnet, puis signa un document indiquant que tout avait été rendu à sa place, sans poursuite, sans scandale. Seulement la vérité consignée. Le directeur de l'hôtel le remercia avec émotion. Il savait que l'élégance de Poirot n'était pas seulement dans sa mise, mais dans sa manière de restaurer les choses, non avec violence, mais avec ordre calme et respect du silence, là où les cris ne servent à rien, dans la cour intérieure du grand métropolitain. Un dernier rayon de soleil tomba sur le sol mouillé, illuminant brièvement une petite flaque où se reflétait un éclat rouge, à peine visible, un dernier clin d'œil du bijou disparu, ou peut-être de ce qu'il représentait et que chacun garderait en lui. Poirot referma son carnet doucement et y écrivit parfois « Le vrai bijou n'est pas celui que l'on perd, mais celui qu'on retrouve dans le regard de ceux qui osent enfin dire ce qu'ils avaient longtemps eu. » Et dans cette lumière fragile, le grand métropolitain redevint un simple hôtel, un lieu où les mystères viennent dormir et parfois se réveiller. Et ce soir-là, tandis que les premières étoiles apparaissaient derrière les vitres propres, le soir descendait lentement sur le grand métropolitain.
enveloppant l'hôtel dans une lumière dorée douce, comme un dernier souffle. Le personnel disposait des chandeliers le long du grand escalier. Les musiciens accordaient leurs instruments dans la salle de bal, et un parfum de jasmin flottait dans l'air, comme une promesse de paix retrouvée. Un bal discret avait été organisé à l'initiative de M. Vautrin, non pour célébrer un événement particulier, mais pour redonner au lieu une part de son éclat d'avant, comme si danser pouvait réparer les silences et effacer les ombres qui avaient glissé sur les tapis. Épais Poirot descendit vêtu de noir sobre et soignait ses moustaches parfaitement ajustées et son regard tranquille. Il ne venait pas pour danser, mais pour regarder, écouter, observer une dernière fois les mouvements, les gestes, les sourires, vrais, et ceux qu'on porte comme un masque. La salle était pleine de murmures, de rires étouffés, de robes qui frôlaient le sol et de regards échangés sans un mot. La baronne von Elstein discutait, près de la fenêtre, avec une élégance tranquille. Lady Cavendish et le colonel dansaient lentement, comme s'ils cherchaient un rythme qu'ils avaient un jour perdu et qu'ils essayaient de retrouver. Ensemble Poirot croisa le regard de Céleste, qui lui fit un discret signe de tête avant de disparaître parmi les invités. Elle aussi allait repartir demain, loin d'ici, loin du passé, et peut-être vers un futur plus calme, car tout ce qui devait être dit avait été entendu, et chaque rôle joué avec pudeur. Dans un coin de la salle, une chaise restait vide, celle qu'Auguste Lebrun avait occupée la nuit du vol. Personne ne s'en approchait, comme si sa présence invisible veillait encore sur la pièce, un fantôme élégant dont la trace avait glissé sans bruit, mais jamais sans conséquence. Poirot s'éloigna du bal marchant dans les couloirs. Désormais silencieux, il s'arrêta un instant dans le jardin d'hiver, où les lanternes brillaient comme des lucioles immobiles dans le verre. Il pensa à toutes les vérités qu'il n'avait pas dites et à celles qu'il avait laissées respirer doucement, comme on ouvre une fenêtre sur un passé trop longtemps enfermé. Il se dit que les mystères les plus profonds ne sont pas ceux que l'on résout, mais ceux que l'on comprend et accepte, ceux qui changent les êtres sans bruit, comme une pluie lente sur une ville endormie, car à quoi bon résoudre si l'on ne soigne pas ce que l'on découvre? Avant de remonter dans sa suite, il fit un dernier tour dans le hall, vida ses poches du dernier billet, annoté, et du fil bleu retrouvé, les plaça dans une enveloppe qu'il remit à Vautrin. Avec ces mots, tout est à sa place, à présent même, ce qui ne se voit pas, et pendant que le bal se poursuivait dans la salle au miroir. Hercule Poirot referma la porte de sa chambre et s'assit dans son fauteuil, l'âme calme. Il pensa qu'il n'y a pas de fin au mystère, seulement des silences qui dansent comme un dernier adieu dans une salle éclairée aux chandelles. Le matin s'éleva sur Londres, avec la lenteur d'un rideau qui se lève sur un théâtre vide. La ville reprenait sa respiration après les jours de tension. Le vent balayait les rues mouillées et les feuilles collaient aux vitres comme des souvenirs trop doux pour s'envoler complètement. Au grand métropolitain, tout était en ordre. Le personnel s'affairait comme à son habitude, les horloges ponctuaient le temps avec une régularité rassurante et les couloirs baignés d'une lumière tiède semblaient avoir oublié les ombres qui s'y étaient attardées les jours précédents. Poirot descendit une dernière fois les escaliers, lentement savourant le bruit de ses pas. Sur le tapis moelleux, ses yeux passaient sur les cadres, les miroirs, les moulures, comme pour leur dire adieu. En silence, il n'avait rien oublié, mais il ne retenait rien. Il laissait l'hôtel reprendre son mystère,
son calme et sa lumière. Dans le jardin d'hiver, la baronne von Hellstein lisait un livre à la couverture en cuir. Elle leva les yeux et lui sourit, un sourire sans lourdeur, sans peur, comme une reconnaissance muette de ce qui avait été vu sans être jugé. Elle ne parla pas, et il n'en eut pas besoin. Il s'inclina légèrement, puis s'éloigna, sans se retourner. Lady Cavendish était partie, à l'aube, sans mot laissé, sans explication, mais avec dans les yeux une lumière plus douce que lorsqu'elle était arrivée. Le colonel avait demandé à rester encore une nuit. Il avait besoin de silence pour ranger en lui ce qu'il n'avait jamais su dire à voix d'haute céleste. Aussi avait quitté l'hôtel, mais non sans glisser dans les affaires de Poirot une fleur séchée et un mot merci pour avoir regardé sans briser. Elle aussi partait légère de ne pas avoir été condamnée, mais d'avoir été entendue. Et dans ce simple geste, Poirot vit tout ce qu'il avait espéré. Le directeur Vautrin lui serra la main avec chaleur, en le remerciant pour sa discrétion, pour son élégance, pour ce sens du détail qui avait permis de résoudre sans détruire. Poirot accepta les remerciements avec modestie, puis déclara doucement « Il ne s'agissait pas d'un vol, il s'agissait d'un cœur qui cherchait un écho avant. » De partir, il s'arrêta dans le hall, leva une dernière fois les yeux vers le lustre de cristal et écrivit dans son carnet final « Certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être compris, car la vérité ne guérit que lorsqu'elle est tenue avec soin comme un bijou fragile posé dans la paume de la compassion. » Puis il franchit les portes du grand métropolitain, laissant derrière lui une atmosphère plus légère, plus claire, plus humaine. La pluie s'était arrêtée, le vent avait changé, et la ville semblait à nouveau prête à accueillir ses secrets, avec le calme bienveillant de ceux qui savent que tout ce qui brille n'est pas or, mais parfois le reflet discret d'une vérité, enfin apaisée. Ainsi, Hercule Poirot s'éloigna de l'hôtel, disparaissant dans les rues de Londres, avec son chapeau bien ajusté, son esprit tranquille et ce silence si rare qu'on n'entend qu'après avoir fait briller